Lorsque la famille d'Irina Zarutska a fait face au meurtrier de leur fille au tribunal, leur message n'avait rien à voir avec ce à quoi tout le monde s'attendait. Mais il ne s'agissait pas seulement de la douleur, il s'agissait aussi de la justice qu'ils voulaient se voir se faire. Qu'ont-ils dit exactement pour que toute la salle d'audience se taise? Accrochez-vous, car cela va vous bouleverser. Une tragédie inimaginable. Dans l'un des moments les plus émouvants de l'histoire récente des tribunaux, la famille d'Irian Zarutska a enfin eu l'occasion de se retrouver face à face avec son meurtrier. La voix tremblante et le cœur lourd, ils se sont tenus devant le juge et ont prononcé des mots plus poignants que n'importe quelle sentence. Leur message ne concernait pas seulement la justice, mais aussi la douleur insupportable d'avoir perdu une fille, une sœur et un être cher. Chaque phrase était empreinte de chagrin et de colère, directement adressée à l'homme responsable. La déclaration de la famille d'Irina a terrifié tout le monde et beaucoup ont été contraints d'assister aux conséquences déchirantes d'un acte brutal qui a mis fin à la vie de leurs proches. Le 22 août 2025, Irina Zarutska rentrait chez elle après une nouvelle journée de travail à la pizzeria Zepediz. La réfugiée ukrainienne de 23 ans, toujours vêtue de son uniforme de travail, ne se doutait pas que ce jeudi soir ordinaire marquerait la fin d'un périple qui l'avait conduite des abris bombardés d'une Ukraine déchirée par la guerre à ce qu'elle croyait être la sécurité de Charlotte, en Caroline du Nord. Vers 22 heures, heure de la côte Est, Irina est montée à bord du tramway Lynx Blue Line à la station Skalibark, absorbée par son téléphone, envoyant peut-être un SMS à son petit ami pour lui dire qu'elle serait bientôt à la maison, comme l'a révélé plus tard sa famille. 4 minutes plus tard, alors que le trajet avait commencé, l'impensable s'est produit. La vie d'Irina a été brutalement interrompue par une attaque si soudaine, si absurde, qu'elle a provoqué une onde de choc non seulement à Charlotte, mais dans tout le pays et jusqu'en Ukraine, son pays natal ravagé par la guerre. Les images de vidéosurveillance, finalement diffusées plusieurs semaines plus tard, ont révélé la terrible succession d'événements. Irina était tranquillement assise à sa place, ignorant que derrière elle se trouvait DeCarlos Brown Jr., un sans-abri de 34 ans avec un lourd passé criminel s'étendant sur plus d'une décennie. Sans avertissement, sans provocation, sans aucune interaction, Brown a sorti un couteau de poche de son sweat à capuche et a poignardé Irina 3 fois dans le dos, lui infligeant notamment une blessure mortelle au cou. Selon des rapports ultérieurs, Brown aurait déclaré « J'ai eu cette fille blanche » après l'agression, avant de descendre du train. Irina est décédée sur place malgré les efforts des secours, ses rêves de construire une nouvelle vie en Amérique s'éteignant avec elle sur le sol froid d'un train de transport public. La cruelle ironie de cet incident n'a échappé à personne qui connaissait l'histoire d'Irina. Née à Kiev, en Ukraine, Irina avait fui son pays en août 2022, 6 mois après l'invasion à grande échelle de la Russie, avec sa mère, sa sœur et son frère pour trouver refuge aux États-Unis. Un ami de la famille a souligné qu'Irina Zarutska avait enduré les bombardements quotidiens en Ukraine, craignant constamment pour sa vie, pour finalement connaître une fin tragique dans ce qui était censé être un refuge sûr. Elle étudiait au Rowan Cabarrus Community College et aspirait à devenir assistante vétérinaire. Elle travaillait à temps partiel à la pizzeria Zepediz et était connue pour sa gentillesse, promenant souvent les animaux de compagnie de ses voisins. Les membres de la famille d'Irina la décrivaient comme une casanière, qui était la plus heureuse lorsqu'elle était entourée de ses proches. Elle était titulaire d'un diplôme en art et restauration du Synergy College de Kiev, et on se souvient d'elle pour ses talents artistiques et son sourire radieux. L'un des détails les plus poignants de cette histoire a été révélé plus tard, après la mort d'Irina. Sa nécrologie soulignait son amour pour l'Amérique. De plus, sa famille a décidé de l'enterrer aux États-Unis plutôt que de rapatrier son corps, malgré les propositions de l'ambassade ukrainienne. Même dans la mort, Irina est restée dans le pays qu'elle avait appris à aimer, le pays qui lui avait promis la sécurité, mais qui n'avait pas su la lui offrir lorsqu'elle en avait le plus besoin. Cette attaque n'était pas seulement aléatoire, elle était dévastatrice par son absurdité totale. Le mobile reste incertain et l'incident a été qualifié d'injustifié. Cette jeune femme avait survécu à la terreur quotidienne des bombardements russes, avait pris la décision difficile de tout quitter pour recommencer une nouvelle vie dans un pays étranger et travaillait dur pour se construire une nouvelle existence et contribuer à la communauté qui l'avait accueillie.
et en un instant. Tout cela lui a été enlevé par un homme qui n'avait aucune raison, aucune justification, aucun motif compréhensible pour ses actes. Le tueur lui-même, DeCarlos Brown Jr., incarnait tout ce qui ne fonctionnait pas dans le système. Il voyageait sans titre de transport dans le train et avait un lourd passé criminel s'étendant sur plus d'une décennie, notamment des condamnations pour vol à main armée, pour lequel il a purgé plus de 5 ans de prison, libéré en 2020. Vol qualifié, effraction, agression sexuelle et même utilisation abusive du système d'appel d'urgence 911. Brown a été diagnostiqué schizophrène et souffrait d'hallucinations, de paranoïa et d'un comportement agressif, ce qui lui rendait difficile de conserver un emploi. En 2022, il a agressé sa sœur, la mordant et cassant une porte, mais celle-ci a refusé de porter plainte par souci pour sa santé mentale. Plus tôt, en 2025, il avait abusé du numéro d'urgence 911 en affirmant qu'un produit artificiel le contrôlait, ce qui lui avait valu une accusation pour délit mineur et une libération conditionnelle l'obligeant à comparaître devant le tribunal. Plus accablant encore, sa mère, Michelle DeWitt, avait récemment demandé son internement psychiatrique involontaire après qu'il soit devenu violent à la maison, mais sans succès, car elle n'était pas sa tutrice légale. Elle l'avait finalement déposé dans un refuge le matin de l'attaque. La famille de Brown attribue ces actes à des problèmes de santé mentale non traités et à des défaillances systémiques, sa sœur déclarant qu'il avait peut-être vécu une journée difficile le jour de l'attaque. La scène qui s'est déroulée cette nuit-là à la station East West Boulevard était chaotique et horrible. Lorsque Irina n'est pas rentrée à l'heure prévue et que la localisation de son téléphone a montré qu'elle était toujours à la station, ses proches se sont inquiétés et se sont précipités pour la retrouver. En arrivant à la station, ils ont été dévastés d'apprendre qu'Irina était morte sur place. Brown a été arrêté sur place et immédiatement inculpé, mais le mal était fait. Une jeune vie prometteuse avait été anéantie, une famille avait été brisée et une communauté avait été contrainte de faire face à la réalité inconfortable que son réseau de transport public était devenu le terrain de chasse de ceux qui n'auraient jamais dû être libres de s'y promener. La situation de la famille était particulièrement déchirante. Une vague de chagrin et de colère. La nouvelle du meurtre brutal d'Irina Zarutska s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant une tempête d'émotions qui s'est propagée de la communauté locale de Charlotte jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement, puis de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à l'Ukraine déchirée par la guerre. Ce qui avait commencé comme une tragédie locale est rapidement devenu un symbole national des défaillances systémiques, du dysfonctionnement politique et de la vulnérabilité déchirante de ceux qui cherchent la sécurité en Amérique. La réaction de la famille, lorsqu'elle s'est enfin manifestée, a été mesurée mais dévastatrice dans sa dignité tranquille. Le 10 septembre 2025, près de 3 semaines après l'attaque, la famille d'Irina a publié sa première et unique déclaration publique par l'intermédiaire de son avocat. Les mots qu'ils ont choisis reflétaient une douleur inimaginable. Ils ont indiqué qu'ils étaient bouleversés au-delà des mots, d'autant plus qu'Irina était venue aux États-Unis pour trouver la paix et la sécurité, et qu'au lieu de cela, sa vie lui avait été volée de la manière la plus horrible qui soit. Leur déclaration allait au-delà du chagrin. C'était un appel à l'action, une demande de responsabilité et un plaidoyer pour que la mort de leur fille ne soit pas vaine. La famille ne voulait pas seulement que justice soit rendue à Irina, elle voulait un changement systémique. Ils ont souligné une défaillance systémique de la sécurité dans les transports, citant l'absence de sécurité visible ou efficace sur la ligne bleue, les défaillances de surveillance dans le contrat entre le Charlotte Area Transit System et son prestataire de sécurité privée, ainsi que l'absence de mesures de sécurité qui, selon eux, auraient pu empêcher l'attaque. Plus tôt, lors de l'audience de mise en liberté sous caution de Brown le 29 août, l'oncle d'Irina s'était adressé directement à la cour. Ces mots simples mais puissants. S'exprimant en présence de l'homme qui avait tué sa nièce, il a décrit Irina comme un ange adorable, ajoutant que l'accusé avait privé la famille d'une femme très brillante et très belle, leur brisant le cœur. Il a également demandé à la cour de ne pas libérer le meurtrier, qui pourrait potentiellement constituer une menace pour d'autres personnes. Aux côtés de l'oncle d'Irina, la famille a également adressé une demande émouvante au public, demandant quelque chose qui n'aurait pas dû être nécessaire, à savoir le respect de la dignité de leur fille dans la mort. Ils ont exhorté les gens à respecter la dignité d'Irina et leur chagrin en ne republiant pas et en ne diffusant pas les images de sa mort.
Le fait qu'ils aient dû faire cette demande témoigne de la nature voyeuriste de notre époque des réseaux sociaux, où même les moments les plus sacrés du deuil peuvent devenir des contenus destinés à la consommation publique. Au fur et à mesure que les détails de l'incident étaient révélés, la réaction politique a été rapide et, dans de nombreux cas, incendiaire. Le président Donald Trump, qui venait d'entrer en fonction, s'est emparé de cette affaire pour illustrer ce qu'il considérait comme l'échec des politiques démocrates. La rhétorique de Trump s'est intensifiée au fur et à mesure qu'il poursuivait, montrant ce qui semblait être des photographies pendant son discours. Le langage du président est devenu de plus en plus militant. La Maison-Blanche a également publié sa propre déclaration, dans laquelle un porte-parole a dénoncé ce qu'il a qualifié de couverture médiatique insuffisante. Le discours de l'administration s'est fortement concentré sur les défaillances systémiques qui ont permis à Brown d'être dans les rues. Les accusations politiques ont atteint leur paroxysme avec des reproches qui allaient au-delà des échecs politiques généraux pour viser spécifiquement un parti. La réponse fédérale est allée au-delà de la rhétorique. Le secrétaire américain au transport, Sean Duffy, a critiqué les responsables locaux, menaçant de retenir 50 millions de dollars de financement fédéral annuel pour les transports en commun de Charlotte si les lacunes en matière de sécurité étaient confirmées. Cette menace représentait une escalade significative, utilisant le financement fédéral comme moyen de pression pour forcer des changements politiques locaux. Cette affaire a également attiré l'attention de personnalités éminentes extérieures au gouvernement. Elon Musk, par exemple, a critiqué les responsables locaux, ajoutant sa voix à celle qui réclamait des comptes. De plus, la maire de Charlotte, Vi Lyles, a qualifié cette perte d'absurde et tragique, appelant au respect envers la famille de Zarutzka. L'implication de personnalités aussi en vue a permis à l'histoire d'Irina d'atteindre un public bien au-delà de Charlotte, voire de la Caroline du Nord. Jusqu'à présent, les responsables locaux se sont retrouvés pris entre la pression fédérale, l'indignation publique et les réalités pratiques de la gestion d'un système de transport urbain complexe, tout en devant relever les défis liés à la santé mentale et à la justice pénale. Les commentateurs conservateurs, en particulier, ont établi des parallèles avec des affaires telles que celle de Jordan Neely, accusant les médias de sous-couverture en raison de la dynamique raciale, même si aucune accusation de crime haineux n'a été déposée. Cette perception a ajouté une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà tendue, soulevant des questions sur les préjugés des médias et l'intersection entre la couverture médiatique des questions raciales et celle des crimes. L'histoire a également eu un retentissement international. En Ukraine, l'affaire a fait la une des journaux internationaux, le ministère des Affaires étrangères, suivant l'affaire de près et exprimant son choc face à la perte d'une jeune réfugiée. Pour un pays déjà confronté au traumatisme quotidien de la guerre, la perte d'une de ses ressortissantes, dans ce qui aurait dû être un refuge sûr, a ajouté une couche supplémentaire de tragédie à une situation déjà accablante. L'ambassade d'Ukraine avait proposé d'aider à rapatrier le corps, mais la famille a refusé, affirmant qu'Irina aimait l'Amérique et qu'ils allaient l'enterrer là-bas. Cette décision en disait long sur les sentiments d'Irina envers son pays d'adoption et sur la détermination de sa famille à respecter ses souhaits, même après sa mort. À la suite de ce tragique incident, la communauté a réagi immédiatement et avec émotion. Des veillées ont été organisées le 31 août 2025 en l'honneur de Zarutzka et une autre est prévue le 22 septembre. Ces rassemblements ont permis à la population de se recueillir collectivement et ont donné lieu à un appel à l'action qui a transcendé les divisions politiques. Aujourd'hui, bien que la réaction à cet incident ait été massive, la grande question reste sans réponse. La justice sera-t-elle rendue? Examinons quelques facteurs essentiels. Justice, responsabilité et recherche de réponses. Alors que les vagues de chagrin et d'indignation continuaient de se propager depuis Charlotte, la machine judiciaire s'est mise en marche, révélant l'intersection complexe entre les forces de l'ordre fédéral et étatique, les défis liés à la poursuite des crimes impliquant des troubles mentaux et les questions plus larges sur la signification réelle de la justice dans une affaire où tant de systèmes ont échoué de manière si catastrophique. La réponse juridique a été rapide et complète. À l'heure actuelle, Brown est accusé de meurtre au premier degré devant le tribunal de l'État de Caroline du Nord, où il a été placé en détention sans caution,
et soumis à une évaluation de 60 jours dans un hôpital local après son arrestation. En outre, le 9 septembre 2025, le ministère américain de la Justice a ajouté une accusation fédérale en vertu de l'article 18 USC, paragraphe 1992, pour avoir commis un acte causant la mort dans un système de transport en commun, ce qui est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité ou de la peine de mort. Cette intervention fédérale était significative, car elle représentait une escalade qui reconnaissait les implications plus larges du crime au-delà d'un simple cas de meurtre. Le procureur américain Russ Ferguson a tenu une conférence de presse pour annoncer les accusations fédérales, et ses paroles avaient le poids d'un procureur qui comprenait que cette affaire dépassait largement le cadre d'un simple décès tragique. L'émotion de Ferguson face à cette affaire était palpable lorsqu'il a poursuivi. Le procureur fédéral a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement de punir un individu, mais de faire respecter un système. Actuellement, l'enquête du département de police de Charlotte-Mecklenburg est en cours et aucune accusation fédérale supplémentaire n'est exclue. Les procureurs examinent toujours la possibilité de porter des accusations supplémentaires, y compris des accusations potentielles de crimes haineux, si des preuves montrent que l'attaque était motivée par le racisme. Du côté de la défense, les choses sont assez discrètes. L'avocat de Brown a publié une déclaration le 10 septembre 2025, demandant que la vie privée de sa famille soit respectée et soulignant ses antécédents en matière de santé mentale. Cette approche suggère que la maladie mentale sera probablement un élément central de toute stratégie de défense, soulevant des questions complexes sur la culpabilité, le traitement et la sécurité publique. Dans de nombreuses affaires pénales, les délinquants tentent d'échapper à une peine complète en affirmant qu'ils souffraient d'une maladie mentale au moment où ils ont commis le crime. En général, la législation de la plupart des pays reconnaît qu'une véritable maladie mentale peut affecter le jugement, la maîtrise de soi et la compréhension du bien et du mal. C'est pourquoi les tribunaux réduisent parfois les peines ou envoient même les délinquants dans des hôpitaux psychiatriques plutôt qu'en prison. Cependant, il y a eu plusieurs cas où des criminels ont utilisé la maladie mentale comme excuse pour échapper à la justice, soulevant des questions sur l'équité, la vérité et la responsabilité. L'affaire Andrea Yates aux États-Unis est l'un des cas les plus célèbres. En 2001, Andrea a noyé ses 5 enfants dans une baignoire, un incident tragique qui a laissé beaucoup de gens sous le choc. Après l'incident, ses avocats ont fait valoir qu'elle souffrait d'une grave dépression post-partum et de psychose. Dans un premier temps, le jury a rejeté l'argument de la démence et l'a condamnée à la prison à vie. Mais plus tard, en appel, sa condamnation a été annulée et elle a été déclarée non coupable pour cause de démence. Elle a alors été envoyée dans un hôpital psychiatrique au lieu de purger une peine de prison à vie. Beaucoup de gens ont estimé qu'Andrea avait échappé à la justice simplement grâce à la défense fondée sur la maladie mentale. Un autre cas célèbre est celui de John Hinckley Jr., qui a tiré sur le président américain Ronald Reagan en 1981. Les avocats de Hinckley ont affirmé qu'il était atteint de troubles mentaux et obsédé par l'actrice Jodie Foster. Le tribunal a accepté cet argument et il a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale. Au lieu d'être incarcéré, Hinckley a passé plusieurs décennies dans un établissement psychiatrique et a finalement été libéré en 2016 sous certaines conditions. Cette affaire a suscité une vive indignation dans l'opinion publique, car beaucoup estimaient qu'une personne qui avait tenté d'assassiner un président n'aurait pas dû échapper à la prison. Un autre incident qui a provoqué l'indignation du public concerne Vincent Lee, un homme qui, en 2008, a brutalement tué et cannibalisé un autre passager dans un bus au Canada. Les avocats de Lee ont fait valoir qu'il était schizophrène et qu'il entendait des voix. Il a ensuite été déclaré pénalement irresponsable en raison de sa maladie mentale et a été interné dans un établissement psychiatrique. Des années plus tard, Lee a obtenu davantage de liberté et a finalement été libéré, ce qui a provoqué la colère de la famille de la victime et du public. Cette histoire est particulièrement troublante, d'autant plus qu'elle est étroitement liée à l'affaire Irina. Elle montre que si la maladie mentale est réelle et doit être prise au sérieux, elle peut également être utilisée à mauvais escient comme bouclier contre la justice. Et c'est ce que beaucoup de gens redoutent. Parallèlement à d'autres réactions de la communauté, la famille d'Irina a créé une campagne GoFundMe afin de financer les frais funéraires
et d'aider d'autres réfugiés ukrainiens, transformant ainsi cette tragédie en une occasion d'aider d'autres personnes dans des situations similaires. Il est intéressant de noter qu'une campagne GoFundMe a également été lancée pour Brown, mais qu'elle a été rapidement fermée en raison de la réaction négative du public. Après plusieurs scandales publics, la réponse institutionnelle à cet incident commence à paraître tout à fait louable. Selon certaines informations, le Charlotte Area Transit System a désormais annoncé des mesures de sécurité renforcées, notamment davantage de contrôle des titres de transport, de nouveaux validateurs de billets et une augmentation des effectifs, alors que l'on craint que la criminalité ne fasse échouer le référendum sur l'extension du tramway. Ces changements témoignent de la reconnaissance du fait que le système actuel n'a pas réussi à assurer la sécurité adéquate des passagers. Dans le même ordre d'idées, le gouverneur Josh Stein a également appelé à davantage de réformes policières et législatives pour remédier au manque d'effectifs chargés de l'application de la loi, reconnaissant que le problème dépassait la simple sécurité des transports en commun pour toucher des questions plus larges de sécurité publique et d'allocation des ressources. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les défaillances systémiques qui ont permis cette tragédie ont été mises au jour. Comme l'a fait remarquer un responsable lors de la conférence de presse, le procureur fédéral a répondu aux questions concernant le moment choisi pour porter les accusations et la décision de poursuivre au niveau fédéral, parallèlement aux accusations au niveau de l'État. Il a également expliqué pourquoi l'intervention fédérale était nécessaire. On peut affirmer sans risque que cette affaire a soulevé des questions difficiles concernant la santé mentale, la justice pénale et la sécurité publique, auxquelles il n'existe pas de réponse facile, comme l'ont fait remarquer les enquêteurs. Les implications plus larges n'ont pas échappé aux autorités fédérales. Alors que la procédure judiciaire se poursuit, cette affaire a alimenté un débat plus large aux États-Unis sur la sécurité publique, l'accès aux soins de santé mentale et l'immigration. La mort d'Irina est devenue le symbole non seulement d'une tragédie individuelle, mais aussi des défaillances systémiques qui touchent à certaines des questions les plus controversées de la société américaine actuelle. La quête de justice se poursuit, mais pour la famille d'Irina, aucune procédure judiciaire ne pourra ramener cette jeune femme brillante qui est venue en Amérique en quête de sécurité et qui y a trouvé la mort. Leur priorité reste aujourd'hui de faire en sorte que sa mort entraîne des changements significatifs, que d'autres familles n'aient pas à endurer ce qu'elles vivent, et que la mémoire d'Irina serve de catalyseur à des réformes susceptibles d'empêcher de nouvelles tragédies. Comment pensez-vous que cette affaire va se terminer? La justice sera-t-elle vraiment rendue? Faites-moi part de vos réflexions dans la section commentaires. Et pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la carte suivante sur votre écran.